Bonjour Yann, Bonjour, comment tu vas? ça va très bien, merci. Avant de parler de ce que tu as Mmh. fait, j'aimerais comprendre qui tu es. Ton parcours est assez impressionnant, Sciences Po, Université Lyon 3, deux masters en droit public et en administration. Comment est-ce que toi tu résumes ton rôle aujourd'hui? Mon rôle, c'est celui, finalement, d'enseigner, c'est l'enseignement qui m'a poussé à aller sur mon métier, que ce soit dans le management, dans l'accompagnement des élus, ou dans l'enseignement, direct. La clé, c'est la transmission d'un savoir, d'un savoir-faire. J'ai coutume de dire qu'on ne n'est pas élu, on le devient. C'est un peu la même chose avec mon métier. Moi, je suis, l'homme de l'ombre qui est là pour, accompagner l'élu, dans son rôle managérial, dans son rôle financier, dans son rôle politique aussi, mais d'un point de vue technique. Et j'essaye de sensibiliser des étudiants et des étudiantes à différents domaines autour du droit public en rendant ça le plus pratique possible. On va entrer doucement dans ce qui te passionne et ce qui t'anime, l'engagement, l'action sur le terrain. Le thème de notre discussion, c'est ce reportage écrit de France 3 qui retrace un convoi humanitaire de l'Ouest lyonnais à la frontière moldave, dont tu as fait partie. On va se replonger, remettre un peu de contexte. On est le 4 mars 2022. Ça fait 9 jours que les forces armées russes ont lancé une offensive sur l'Ukraine. Le monde est encore figé, abasourdi. Et toi, avec une petite équipe, tu vas prendre la route de la Roumanie pour aller chercher 11 Ukrainiens et rapporter du matériel médical. À ce moment-là, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Oh, ce qui me pousse à faire ça, c'est mon ancien travail, puisque j'étais aux côtés d'un maire qui était très sensible à ces questions-là, qui un jour m'a appelé en plein milieu d'un de mes cours et qui m'a dit: Yann, on doit faire quelque chose, on est une petite ville, on doit aider quand même, malgré avec nos petits moyens, on connaît des gens, on peut louer un camion, on y va. Bon, un peu abasourdi, j'ai quand même terminé mon cours et le soir, on était tous sur le pied de guerre et on a monté ce premier convoi qui a été une succession quand même d'aventures humaines d'abord et puis un peu techniques parce qu'il a fallu passer différentes frontières, il a fallu traverser certains pays qui étaient plus ou moins amicales avec notre démarche et puis fédérer des gens sur un voyage aussi court mais aussi intense, c'était pas non plus évident. Donc il y a eu tous ces obstacles-là. L'idée, c'était surtout qu'on ait une asso pour nous accompagner, c'est-à-dire qu'on voulait pas aller chercher les gens et les laisser dans la nature. Il fallait les chercher, mais surtout les mettre en posture d'avoir derrière des choses pour eux les accueillir, donc que ce soit un logement, que ce soit un travail, que ce soit des études. Donc il a fallu bien organiser tout ça avant. On a failli l'annuler une ou deux fois avant le départ, on l'a repoussé à chaque fois d'un ou deux jours. L'idée étant pas de partir pour rien, quoi. Il fallait partir, avoir un but et mettre des gens en posture de bien se retrouver derrière. Donc des assos nous accompagnaient, ce qui était le préalable indispensable à ce type de voyage. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas à la mise en place de tout ce qu'on voit. On voit surtout donc le reportage ce dont il nous parle. Mais comment est-ce que tu vas aller chercher ces gens? On en connaissait certains. C'est vrai que moi, le maire s'était rapproché d'une asso franco-ukrainienne D'accord. qui nous aidait et qui notamment, bah, les gens parlaient ukrainien, ce Ah qui oui, bien nous a sûr. beaucoup aidé parce que bon, ils parlent mieux anglais que moi, hein, les Ukrainiens, mais surtout ceux du voyage, mais c'était quand même nécessaire, notamment dans les camps où on est allé pour chercher les gens. Donc on a fait ça. Après, on a fait un appel aux bénévoles du village à l'époque et à nos cercles d'amis respectifs pour trouver des gens intéressés par ce voyage-là. Et après, ben, l'asso a vraiment joué un rôle énorme en nous liant au camp de réfugiés, en fait, ce qui nous D'accord. permettait d'avoir une trajectoire aller, une trajectoire retour. Et on a aussi eu des associations pour tout ce qui était comment dire, les objets qu'on livrait. Mhm. Parce qu'on a vu aussi un gros appel aux dons qu'on avait fait à l'époque et qui nous a aidés à faire ce temps-là. D'accord. Et pourquoi repartir? Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre la route? Raconte-moi comment ça se passe. Alors, en fait, la première fois, j'ai été un peu frustré parce que je n'étais que dans l'organisation la Mhm. première fois. C'est-à-dire que la partie logistique, au dernier moment, m'a été attribuée par le maire en me disant il faut quelqu'un pour tout coordonner. Donc, moi, j'étais celui qui drivait les gens à distance. Il faut aller à tel endroit, qui faisait le lien entre tout le monde. Ça me prenait une bonne partie de la nuit et de la journée, mais je suis plutôt quelqu'un de terrain et ça a été très frustrant. Donc, la deuxième fois, quand on s'est regroupé avec d'autres villes, avec des entreprises, avec différents partenaires, qu'on s'est retrouvé là cette fois-ci à 4 voitures et beaucoup plus de bénévoles, là j'expliquais que je devais y être, c'était pas possible pour moi. Et j'ai eu la chance du coup d'avoir un maire qui m'a laissé partir hein, Ouais. sur ce voyage-là. Donc il fallait y aller, il fallait en être. En fait, j'avais vécu tout ça par procuration et j'avais besoin de le vivre au plus près des choses. 5000 km, 67 heures de route. À quel moment tu te dis, OK, là, on est en train de vivre quelque chose de fort?
Oh, dès le début. Ouais. Dès le début, quand, en fait, on part de la mairie et qu'on fait la première halte et qu'on est à la frontière italienne, à manger sur des petites tables des bouts de sandwich, avec des gens qu'on connaît pas, et qu'on sait qu'on va aller près d'un pays en guerre, on voit tout de suite qu'on est sur quelque chose d'étonnant. Et puis, c'était des très belles rencontres tout de suite puisque tous les profils étaient très divers, très, très complémentaires aussi. On se parlait par radio. Moi, je connaissais pas ce système-là. On avait un monsieur avec nous qui était ingénieur et qui avait pratiqué ça pendant son service militaire. Enfin, voilà, tout de suite, ça a été l'aventure immédiatement. Et puis le côté où on dort pas, d'emblée, ça nous met dans quelque chose de fantasmagorique et Ouais, d'irréel. c'est clair. Le moment où Tim retrouve sa grand-mère, c'est une image qui reste. Qu'est-ce que tu ressens quand tu y repenses? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu peux nous raconter? C'est assez incroyable ce moment-là parce que le bout du voyage avait été atteint la veille. C'est-à-dire que moi j'ai fait un peu de rab puisque Tim et les autres ont été déposés sur Lyon. Et la particularité de Tim, c'est que sa grand-mère l'attendait à Lille. Et bon, il fallait quelqu'un qui se dévoue pour aller jusqu'à Lille. Pour le coup, il y avait tous les autres réfugiés qui étaient sur Lyon et moi je pouvais pas les aider. Là, c'est les autres bénévoles qui ont pris le relais, qui s'en sont super bien occupés. Pour me sentir utile, encore une fois, j'ai pris simplement un TGV. La SNCF, d'ailleurs, à l'époque, lui a fait le billet gratuit, ce qui était quand Oui. même, je trouve, tout à fait honorable. À moi aussi, d'ailleurs, pour l'aller. Et ça nous a en fait beaucoup rapprochés. Tim, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté pendant le voyage. Il parle extrêmement bien anglais. Et sa vie ressemblait beaucoup à la nôtre. C'est-à-dire que, en fait, lui, la veille de l'attaque, bah, son plus grand problème, c'était quel rapport américain il aime bien et comment il aurait les dernières baskets, Ouais. quoi. Bon, c'est ce que j'en ai compris en anglais. Encore une fois, je suis loin d'être bilingue, mais avec le temps, j'avais compris. Et ça a été effectivement très troublant quand il m'a dit, je me suis réveillé, j'avais les drones Ouais. devant ma fenêtre et un hélicoptère qui passait et c'était la Mm. guerre. Son père était chirurgien et il n'avait plus de nouvelles de lui. Donc voilà, ça a été un moment très très fort. Et quand on est descendu du quai, que j'avais noué cette relation avec Tim, j'étais tellement fatigué après Mm. 4 jours où on n'a pas dormi, on dormait peut-être 3-4 heures par nuit, même pas, et dans le camion, donc en fait tu dors comme ça, mais Ouais. tu travailles. Là, en l'occurrence, on a eu une image assez incroyable où moi j'avais peur qu'on la trouve pas, et en fait ils se sont vus tout de suite, ils sont jetés Ouais. dans les bras. Et très émouvant, et là on se sent tout de suite de trop. Ouais. C'est-à-dire que là j'ai donné les affaires et au revoir à Ouais. tous et voilà. Et là un sentiment d'accomplissement. C'est là où j'ai appelé ma maman pour lui Mhm. expliquer ce que je faisais depuis une semaine, car elle ne le savait pas, elle m'avait rigoureusement interdit de partir. Bon, je me suis fait Ouais. un peu houspiller, mais c'était nécessaire, je pense, et c'est peut-être l'image qui me reste le plus. Tim aujourd'hui a d'ailleurs très 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 bien réussi son parcours en France. Il étudie en médecine actuellement. Superbe. D'ailleurs, on ressent beaucoup l'émotion dans le texte quand on le lit. Justement, on entend ces mots où il dit un jour la vie est normale, le lendemain des hélicoptères de combat devant sa fenêtre et Ouais. rien n'est plus jamais pareil. Vous étiez 12 bénévoles, Mm. la plupart ne se connaissaient pas avant. Qu'est-ce qui s'est tissé entre vous pendant ce voyage? Profonde solidarité, une grande cohésion. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait plusieurs véhicules, parce qu'on était par véhicule, et en fait, très rapidement, on devient un peu fou hein, dans les Oui, véhicules, bien sûr. sans dormir, sans rien, donc c'est très drôle pour le coup. Il y a des rapports humains très très forts qui se tissent en très très peu de temps. Et donc dans mon premier convoi, c'était le cas. Puis après, j'ai pu changer de véhicule, et là, avec le deuxième équipage, il a eu la particularité en fait de regrouper des gens là pour le coup très différents. Il y avait un monsieur qui avait déjà fait le tour d'Europe en randonnée, donc ça nous a beaucoup servi. Les GPS étaient tous en rade, et lui il avait des vieilles cartes. Il nous disait Ouais. faut passer Ah, là, faut super. passer là. Ça j'étais très impressionné parce qu'il disait pas grand chose au début, puis quand il a commencé à parler c'était très utile. Et une dame qui était élue à Soucy-en-Jarret, je crois. Oui, c'est ça. Pardon pour elle, parce qu'en plus, je suis très, très ami avec elle depuis. Et des moments très forts, effectivement, beaucoup, beaucoup de rigolades. Heureusement, toutes les vidéos sont pas sorties, puisqu'on chantait à tue-tête. Voilà, et il y avait aussi cet enjeu-là, parce que ben, les réfugiés avaient vécu des choses tellement traumatisantes que le but aussi était un peu de les faire rire, je pense. Ce à quoi on avait fini par arriver, parce que tellement fatigués, nous on rigolait pour un rien, quoi. Donc voilà, donc oui, j'ai eu cette chance en fait de fréquenter plus de la moitié de l'équipage tout le temps, en plus des pauses qui étaient déjà très Ouais. sympathiques. Mm. Tu parles de rire. On sent que vous avez gardé le sourire malgré la fatigue. C'est important l'humour dans l'humanitaire? Ah, je peux pas dire que j'ai fait de l'humanitaire, je fais que ce voyage-là, mais je dirais que dans les rapports humains, en tout cas, c'est essentiel. Et moi, ça me caractérise, en tout cas, j'essaye, et ça aidait dans les moments de grande pression à tout relâcher.
Et oui, oui, j'ai énormément ri sur ce voyage qui, effectivement, vu les circonstances, on ne dirait pas, mais je pense que la fatigue aussi Oui, bien sûr. rend tout le monde plus drôle. Dans le reportage, sur la route, on voit un camion barré d'un grand message Stop Poutine, NATO help Ukraine. Quand tu vois ce genre d'image, qu'est-ce que ça provoque? C'était intéressant parce qu'on avait aussi eu des expériences un peu plus difficiles avec notamment un lieu où on s'était garé. Nous, on avait un fourgon avec justement des sticks dessus disant ce qu'on faisait. Je ne sais plus Oui, oui. exactement ce qu'il y avait marqué, mais et c'était à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche et quelqu'un était venu nous voir en nous disant qu'il fallait pas rester là, ils avaient appelé la police, etc. Donc un peu de solidarité faisait du bien. Je dirais que 80% du temps, les gens étaient très accueillants et heureux de ce qu'on faisait. Il y avait aussi voilà, ce type de réaction qui était dure. Et on avait un membre du convoi qui était d'ailleurs d'origine allemande et qui a très mal vécu cette séquence-là en disant qu'il avait un peu honte de la réaction Oui. de la personne. Bon, c'est aussi les aléas de la chose. Donc il y avait de tout dans les réactions des gens. Tu es un homme de terrain, du service public. Cette expérience a changé ton regard sur ton métier? J'étais fier de moi, effectivement, vis-à-vis du fait que c'est des métiers qui sont pas toujours bien compris, des gens. Moi, ma famille vient pas du tout du service public et de me retrouver dans cet engagement-là, concret, oui, je m'y suis retrouvé et derrière, j'y ai vu encore plus de sens dans ce que je faisais. Donc oui, ça a changé, le regard et ça a donné encore une autre dimension au travail quotidien et énormément de respect aussi. J'ai des amis qui, eux, font vraiment de l'humanitaire, c'est leur Oui. métier. Immense respect pour ce qu'ils Mmh. font parce que j'ai côtoyé la misère que de très loin finalement. On est rentré à la frontière des camps, on n'est pas rentré dans les pays eux-mêmes, on était aux frontières. C'est déjà très dur de voir la misère chez les gens et le fait qu'ils aient tout perdu. En fait, il y avait des gens qui avaient des couples avec, enfin pas les couples, on avait que les femmes, avec des bébés, quoi. Des bébés qui pleuraient tout le long, qu'on arrachait à leur Ouais. pays. C'était des images terribles. Et bon, bah, rien que ça, déjà, ça fend le cœur. D'aller au plus près des conflits, de voir ça, je pense que ça doit être terrible. Donc, Mmh. c'est des expériences, effectivement, qui forgent. Oui, bien sûr. Je reviens sur ce que tu disais avant, sur la traversée. On parle aussi de péages qui ont été gratuits. Oui. Comment ça s'est passé? Oh, on avait quelqu'un avec nous qui a été un très, très habile négociateur et qui nous avait dit, vous verrez, on ne paiera pas un péage. Et effectivement, je crois qu'on en a payé qu'un ou deux. Je me demande si c'était pas en France. Je veux pas, voilà, je veux pas dire de bêtises, Oui, pas manquer de respect à aucun oui, pays qu'on a traversé. On en a payé très très peu avec oui. effectivement le bagou et de cette personne, Ludovic, pour pas le citer, et puis la grande qualité humaine qu'il a et aussi la sympathie des gens, quoi, Oui, effectivement. totalement. En On tant avait peur hein, au ah, péage, notamment aux frontières, certaines oui, frontières. On se disait, bon, s'ils acceptent de pas nous faire payer, bon, c'est embêtant, mais surtout, est-ce qu'ils vont nous laisser rentrer et sortir? mmh, Parce qu'il y avait il y a cette aussi cette notion, difficulté-là, ouais. qu'on ramenait des gens qui quand même étaient des réfugiés de guerre, quoi. Mmh, bien sûr. En tant qu'Européen, qu'est-ce que tu as ressenti en traversant ces frontières? On en a déjà un petit peu parlé. Heu, Ça m'a donné envie de visiter les Mmh. pays, en question puisque j'ai fait que les traversées en coup de vent. C'est là que j'ai envie d'aller à Budapest, par exemple. J'y suis passé une nuit, c'était magnifique. J'ai senti aussi une forme d'homogénéité, très forte entre, ben, les cultures, la façon l'humanisme un peu de tous ces pays. Quelques différences aussi, hein, rouler en Roumanie, c'est pas comme rouler en Allemagne, ou en Autriche, ou en Hongrie. Il y a une différence très nette. Voilà, donc un sentiment de fierté aussi que ce soit possible et que ce soit finalement pas si difficile, même si Mmh. physiquement c'est Ouais, oui. éprouvant. En 4 jours, on a tout fait, ce qui n'aurait pas été possible à d'autres époques, Mmh. hein. Et aussi quand même le sentiment d'homogénéité jusqu'à globalement autour de la Roumanie où là oui, d'un coup l'autoroute s'arrête, on se retrouve Ouais. dans des petits villages avec des chiens qui traversent la route, etc. Mais quand même une forme d'homogénéité et de grande solidarité. Mmh. Tu crois que cette forme d'engagement directe, humaine, sans posture, pourrait inspirer une autre façon de faire de la politique? Il y a 1000 façons de faire de la politique et on l'a vu, certains ont été ministres en ayant fait, de leur vie un engagement, c'est très bien. Il y en a Mmh. d'autres pour qui c'est une carrière. Je pense qu'il y a pas de il y a pas vraiment de bonne façon, de donner des leçons là-dessus. C'est ce qui compte, c'est que ce soit un chemin et pas une carrière, à mon Ouais. avis. Aujourd'hui, on est tous exposés à des milliers d'images, d'infos, d'injustices.
on se sent souvent dépassé, impuissant ou au contraire indifférent. Toi, qui représentes l'État d'une certaine manière, comment est-ce que tu parles aux citoyens de tout ça? Alors bah moi, il y a déjà quelque chose qui s'appelle le devoir de réserve, c'est-à-dire que dans le cadre de mes fonctions, je n'évoque rien, aucun sujet d'ordre politique, etc. Par contre, j'essaye toujours de sensibiliser, d'expliquer l'action de l'administration. Quand on traverse une ville, des travaux absolument partout, bien il peut y avoir un effet un peu délétère à se dire bah, qu'on met beaucoup plus de temps à aller chercher son pain ou à partir de chez soi à l'école, voilà, et on doit expliquer qu'en fait tout ça, il y a un but derrière et il y a une volonté de créer quelque chose. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les gens aux institutions, je pense, Oui, qui globalement, je ne dis pas qu'elles fonctionnent super bien, mais elles dysfonctionnent moins que ce qu'on peut le croire, à mon sens. tout à fait. Et il y a une vraie légitimité à le faire, ça, et un vrai enjeu. Moi, j'ai un quartier populaire également, et j'ai grandi autour de Pierre-Bénite, Fézin, tous ces endroits-là, et je pense que l'État et les collectivités font beaucoup Mhm. pour ces endroits. Ils font sans doute pas assez et pas correctement, mais il y a cet enjeu d'expliquer. Je te remercie Merci à toi. pour ce beau récit. Merci beaucoup.